Bonjour, bienvenue à tous. Bon vendredi. Bienvenue à Indicatif présent. Je suis avec Sophie McQueen, qui est accompagnatrice au secondaire. Dans quelle région encore, Sophie? Ben, bonjour Yann. En fait, j'étais un petit peu partout. Je me promène Barrie, Richmond Hill, Waterloo, Brampton, donc un petit peu partout. Super. Puis aujourd'hui, on a une belle émission, hein, Sophie, qu'on a montée ensemble. Ah, c'est fantastique parce que justement, on parle tellement souvent de la RAI, ça semble tellement compliqué. Donc, notre invitée aujourd'hui est là justement pour nous aider à simplifier c'est quoi la RAI. Vous en avez entendu parler, vous connaissez peut-être ce bouquin-là. Il y a plein d'outils dans cet outil-là de Chenelière Éducation, mais il y a aussi un site qui est le site auquel cette dame collabore et on va pouvoir le partager avec vous, le site TA à l'école. Quoi d'autre qu'on a aujourd'hui, Sophie? Oh mon Dieu, on a d'autres choses parce que justement, la semaine prochaine, dans les écoles, on célèbre l'Halloween. Donc, on a justement invité David Bouchard qui va venir nous parler du guide des costumes pour nos écoles. Très bien. Puis, la nouveauté cette année à l'émission, c'est qu'on va avoir différents animateurs, mais on a gardé Ralph. On l'a gardé pour 1 minute par émission. Puis, il va venir nous parler du partage d'écran dans Team. Vous allez voir, c'est une belle petite astuce qu'il va nous présenter. On a bien hâte de voir ça. Sans plus tarder, on y va, Sophie? C'est fantastique! Aujourd'hui, Sophie, on est avec Alison Grant, qui est orthophoniste et membre du comité consultatif de TA à l'école. Je dois vous dire que TA à l'école, ça fait des années que je connais ce site-là. Il y a des beaux bijoux dans ce site-là. Puis aujourd'hui, c'est particulièrement important qu'on vous parle parce que c'est le mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage, le mois d'octobre. Alors, bienvenue à l'émission, Allison. Merci, merci beaucoup. Bienvenue, Allison. Ça fait plaisir de finalement te rencontrer. Ça fait des années en plus que notre conseil parle de la RAI, la réponse à l'intervention. Et puis, on se pose encore beaucoup de questions, mais c'est quoi finalement la réponse à l'intervention? Puis comment est-ce qu'on pourrait la mettre en place dans une salle de classe? Absolument. Donc, je vais commencer en disant que ben, l'approche de réponse à l'intervention, c'est vraiment un modèle d'intervention à 3 niveaux, donc qui permet une certaine planification d'enseignement, d'intervention préventive. C'est sûr qu'on se base sur des preuves probantes. Donc, lorsqu'on parle de salle de classe, on se situe vraiment au premier niveau de la pyramide d'intervention. Donc, ce premier niveau-là d'intervention correspond à la réalisation des interventions efficaces. Tout ce qui est issu de la recherche en éducation, tout ce qui vise des stratégies d'enseignement probantes, tout ce qui s'adresse à tous les élèves aussi. Donc, la mise en place de différentes composantes d'un enseignement efficace en salle de classe correspond essentiellement aux interventions efficaces du niveau 1 de la RAI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est quoi les interventions qu'on veut faire en salle de classe? Bien, ça peut être, par exemple, établir ou enseigner des règles et des routines dans la salle de classe. Ça peut être utiliser de la technologie d'aide pour tous les élèves de la salle de classe, de mettre en pied un système de renforcement, établir des relations avec les jeunes, organiser un espace et du temps en salle de classe pour leur aider à s'organiser, tout ça. Ça peut être utiliser des stratégies d'enseignement efficaces. Donc ici, on peut parler de stratégies d'enseignement adaptées pour la classe entière, comme utiliser des stratégies d'imagerie mentale pour la compréhension de lecture. Donc ça, c'est ma stratégie efficace que je vais préconiser. Ça peut être utiliser des
appuis visuels qui sont communs pour tous les élèves. Donc, par exemple, on est en train d'apprendre les graphies complexes. Donc là, lorsqu'on pense au en, lorsqu'on pense au on et au un, on utilise tous les mêmes appuis visuels. Ça peut être dans la salle de classe comme telle. Ça peut être aussi dans toutes les salles de classe de l'école. Donc, ils ont un système en commun là, pour que tout le monde reçoit le même niveau 1 en salle de classe. Donc, essentiellement, tu es en train de nous dire que les adaptations qu'on donnerait avant à des élèves à risque, on les applique pour tous les élèves, parce que qu'est-ce qui est bon pour un est bon pour les autres. Exactement. Donc, toute cette conception universelle, le fait d'utiliser, en fait, le niveau 1 s'appelle le niveau universel. J'adore le fait que tu as mentionné justement les sens d'organisation et puis c'est le comportement des élèves parce que les élèves, nous autres, on est à la fin d'une pandémie en ce moment. Les élèves ont eu des apprentissages à la maison, des apprentissages à l'école, ils sont un petit peu bouleversés, puis on a eu des retards au niveau de leurs habitudes de travail. Donc, c'est quoi le rôle des HAHT lorsqu'on parle justement de la mise en œuvre de la RAI? Donc, c'est une très bonne question. L'acquisition puis le développement des habiletés d'apprentissage et des habitudes de travail, ils font partie intégrante dans l'apprentissage de l'élève. Ça, on ne s'en cache pas. Donc, si l'élève manque, par exemple, d'autonomie à l'ordinateur, il ne pourra pas utiliser sa stratégie-là aussi efficacement. Donc, il faut s'assurer qu'il a cette habitude de travail-là. On peut parler d'autorégulation aussi. Donc, est-ce qu'il est capable de se mettre à la tâche ou est-ce que c'est un élève qui risque d'aller sur YouTube ou aller explorer en ligne au lieu de faire le travail qui est demandé dans le traitement de texte. Donc, ça peut tout avoir un impact sur l'efficacité ou l'efficience de cette stratégie-là en salle de classe. Donc, il y aura des adaptations, des modifications qui seront nécessaires pour développer davantage ces habiletés ou ces habitudes-là, mais aussi peut-être des adaptations, des modifications qui sont nécessaires à la stratégie en tenant en compte les habiletés et les habitudes pour que les élèves vivent vraiment des réussites, là, puis que ça soit une bonne stratégie qu'on a choisie au niveau 1. Excellent, merci. Très intéressant. Puis moi, je me pose la question au sujet de la fameuse pyramide d'intervention. Puis on va pouvoir l'afficher pour nos auditeurs, nos spectateurs. Mais je me pose la question au sujet des trois niveaux parce qu'on pourrait peut-être faire l'argument qu'il faudrait mettre nos efforts un peu plus à un endroit qu'un autre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça serait plus au niveau 1 qu'on mettrait nos efforts comme enseignants, enseignantes, au niveau 2 ou au niveau le plus critique, là, qui est vraiment le haut de la pyramide, au niveau 3? Bien, justement, vous avez dit le mot magique, c'est une pyramide. Alors, il faut garder cette notion-là en tête. Donc, on veut que la base de cette pyramide-là, qui est le premier niveau, le premier palier, on veut qu'elle ait une très, très, très bonne fondation. Donc, c'est un niveau primaire de prévention qui consiste à offrir un enseignement de grande qualité. Donc, on va utiliser des programmes, des méthodes pédagogiques qui sont validées par la recherche. Donc, on veut, à mon avis, mettre nos efforts à ce niveau-là pour s'assurer de vraiment de bâtir une bonne fondation qui est solide pour nos élèves. Donc là, ça va nous permettre de prévenir les difficultés d'apprentissage ou de comportement potentiel. Donc là, on ne parle pas de nos élèves avec un trouble d'apprentissage, mais vraiment ceux qui sont à risque de difficulté. Donc, nos interventions au niveau 1 peuvent prévenir que ça devienne des élèves avec des difficultés. On veut aussi avoir un vraiment bon niveau 1 pour identifier efficacement les élèves qui ont des besoins, puis ensuite mettre en place les stratégies puis les interventions qui répondent mieux aux besoins de ces élèves-là. Wow! Tu nous as donné énormément beaucoup d'informations. De la part de toute l'équipe ici à Indicatif Présent, on voudrait vraiment te remercier pour avoir accepté de participer à notre émission. Puis on voudrait aussi faire un petit rappel à notre auditoire que TA à l'école est un site extraordinaire qui contient des ressources pédagogiques utiles et pertinentes et puis qui inclut justement minimum de 3 articles au sujet de la RAI.
Merci, Alison. Merci à vous. Merci beaucoup. On a le plaisir de souhaiter à David Bouchard, qui est t'es conseiller pédagogique, David. Oui, en plein ça. Je suis conseiller pédagogique pour les écoles sécuritaires et bienveillantes. Très bien. Alors, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de l'Halloween, puis particulièrement des costumes de l'Halloween. Je vais te poser une question au sujet d'un costume, puis tu vas me dire dans le partage ici si c'est jugé un costume approprié. Ben, le premier que je vois ici, ce serait le costume de Yoda, qui serait approprié. Je veux dire, c'est un personnage fictif qui a été créé de la guerre des étoiles. Donc, mais par contre, on ne pourrait pas le porter au niveau de son masque. Si c'est un masque, on ne pourrait pas à cause qu'on ne voit pas le masque pour la COVID. Donc, et comme on a dit dans le guide, c'est important que le masque ne doit pas remplacer celui qu'on porte de manière régulière à tous les jours. David, nous autres, on a une autre. OK? Un autre costume à te montrer, puis on voudrait savoir si, encore une fois, c'est approprié ou non. Bien, être un vampire, là, on voit ici que ce serait Dracula. Être un vampire ici, ça pourrait être c'est encore relié à l'Halloween. Par contre, ce qu'on avait suggéré, nous, c'est de ne pas avoir de sang sur nos costumes à cause, justement, que qu'est-ce qui est relié avec la pandémie aussi, ce qui a trait violence. Mais je veux dire que Dracula, c'est un personnage fictif. Encore là, ce serait quand même possible de pouvoir le porter. Mais encore là aussi, même chose, si c'est un masque de Dracula, tu ne pourrais pas le porter parce qu'on devrait être capable de voir ton visage. Mais avoir des fausses dents, il n'y a pas de problème. En autant qu'on ne voit pas personne. Parce qu'on va avoir notre masque, de toute façon. C'est en plein ça. Puis, toi, tu as préparé le guide qui peut répondre à toutes ces questions-là pour les enseignants. Et peut-être que tu peux nous parler de ton guide. Oui, mais c'est un guide, dans le fond, c'est un guide qui avait été fait il y a quelques années. Puis, suite aussi, parce qu'au conseil, on met beaucoup l'emphase sur l'équité, sur l'inclusion, sur le respect des différences, mais aussi de faire attention à tout ce qui est appropriation culturelle. Donc, vendredi prochain, ça va être l'Halloween. Et on va souhaiter une bonne Halloween à tout le monde et une bonne préparation surtout de l'Halloween avec des costumes qui reconnaissent que la diversité est importante et qu'on soit respectueux des autres. C'est ça, David, l'essentiel? Tout à fait. Tout à fait. Merci encore. On veut qu'on célèbre l'Halloween en toute sécurité, donc, et que les gens soient heureux. Merci encore, David, pour avoir pris du temps justement pour nous parler du guide. Super important. Ben, je vous remercie de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Bonjour, je suis dans une réunion Teams pour vous montrer une autre nouvelle fonction dans Teams et c'est pour le partage de l'écran. Donc, vous savez déjà que vous pouvez partager du contenu de votre écran, soit une fenêtre ou l'écran au complet. Et habituellement, c'était en mode de contenu uniquement, c'est-à-dire que la seule image sur l'écran pour les autres participants était le contenu de votre écran. Mais vous avez 3 nouveaux choix de mode maintenant. Il y a le mode contenu partagé en arrière-plan, ce qui ressemble à ceci. Il y a le mode côte à côte, où vous êtes à côté. Et comme vous voyez, l'écran est un peu petit. Donc, si vous avez beaucoup d'écriture dans la présentation, c'est peut-être pas la meilleure façon de présenter votre contenu. Et aussi le mode reporter, qui ressemble à ceci. Un autre petit détail, c'est vous pouvez cliquer ici pour ajouter un arrière-plan de votre choix dans les choix qui sont ici. Et quand vous cliquez dessus, c'est ça qui va apparaître derrière votre présentation.